Les gars, je vais niquer ta mère, ok? C'est vous qui salope. Cassez-vous! Vous venez plus tracter à Croix-Rouge, On fait ce qu'on veut! des racistes de merde, des racistes! Henri, viens! Depuis des années, les attaques se multiplient dans l'espace public au nom de la lutte contre l'extrême droite et avec la mort de Quentin Derenque. Plusieurs de ces attaques ont d'ailleurs refait surface pêle-mêle sur les réseaux sociaux. Chez Valeurs Actuelles, nous avons essayé d'y voir plus clair en recensant une centaine de ces attaques commises entre 2020 et 2026 à la date de la mort de Quentin Derenque. Recensées, c'est-à-dire que nous nous sommes efforcés de réunir un maximum d'éléments tangibles sur ces attaques pour faire un travail journalistique, que ce soit par des vidéos, des témoignages, des plaintes, des communiqués, des revendications ou même des articles de presse parus dans d'autres médias. Il y a une évidence qui s'impose au regard de tous ces éléments, c'est que la mort de Quentin Derenque apparaît moins comme un fait isolé, un fait divers, que comme finalement l'aboutissement d'une accumulation de violence, une dynamique de confrontation de plus en plus violente qui, d'une certaine manière, ne pouvait qu'aboutir au pire, c'est-à-dire à la mort d'une de ses victimes. Ce qu'il y a de frappant aussi, c'est que la cible de ceux qui se prétendent antifascistes, ce ne sont pas seulement ces groupuscules autour desquels Quentin Derenque gravitait, mais ce sont aussi bon nombre de syndicats ou partis traditionnels qui pourtant, a priori, n'ont aucune revendication fasciste dans leur programme. C'est le cas évidemment du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui a par exemple été victime d'une attaque, c'était le 21 janvier 2026, donc quelques semaines avant la mort de Quentin Derenque. Les faits se déroulent à Strasbourg lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la venue du président du RN, Jordan Bardella. L'extrême gauche locale se mobilise après avoir eu connaissance de l'adresse de la réunion par la presse locale. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois en réalité qu'un média local fait fuiter ce genre d'informations. Et le résultat, c'est qu'un militant qui est du Rassemblement national venu assister à cette conférence est agressé dans la rue. Il souffre de 2 jours d'ITT, dépose plainte et la devanture du restaurant où se tenait cette conférence est elle-même saccagée par des militants, ce qui sera évidemment dénoncé par le Rassemblement national comme le montrent ces images. Mais ces attaques, elles peuvent aller beaucoup plus loin que de simples dégradations ou même agressions physiques. À Saint-Étienne, par exemple, des membres de l'Action française ont été la cible d'un phénomène qu'on pourrait parler de harcèlement pendant plusieurs semaines. Au cours de l'année 2025, plusieurs d'entre eux ont donc subi des attaques extrêmement ciblées et violentes et intrusives. L'un d'eux a par exemple reçu un courrier chez lui le sommant de cesser toutes ses activités militantes sous peine de représailles. Je cite ce courrier: « Bonjour, nous souhaitons par la présente vous informer que nous vous suivons maintenant depuis plusieurs mois. Nous sommes au courant que vous êtes membre actif de l'Action française section Saint-Étienne. Nous avons les coordonnées de votre famille, employeur et évidemment les lieux que vous fréquentez. Nous vous incitons à travers ce courrier à citer toutes vos activités militantes sous toutes ces formes. Nous exigeons en gage de votre bonne foi l'arrêt de vos publications, la suppression des comptes réseaux sociaux de l'Action française de Saint-Étienne et bien sûr la dissolution de la section Saint-Étienne de l'Action française. Agissez rapidement. Si cela n'était pas le cas, imaginez bien que les recours que nous engagerions seraient nombreux et surprenants. » Et d'ailleurs, ce même militant a vu sa voiture qui était garée juste en bas de chez lui, plusieurs fois dégradée, vitres cassées, pneus crevés, rétroviseurs démolis et même des tags sur sa voiture. Les menaces adressées par ce courrier se sont d'ailleurs rapidement concrétisées, puisque l'employeur d'un membre de l'Action française locale a reçu également un courrier pour dénoncer l'activité de son employé. Le but évidemment pour ces militants antifas, c'était que ce militant de l'Action française
perdre son emploi. Et ça va même plus loin puisque l'employeur est même traité de recruteur de nazis, on le voit sur ce tag, et vous avez aussi par exemple le numéro de téléphone d'un de ces militants de l'Action française qui est diffusé sur de fausses annonces. Résultat, son téléphone n'arrête pas de sonner. Et évidemment, le paroxysme de cette violence politique locale, c'est l'agression d'un militant de l'Action française chez lui. Plusieurs personnes sonnent à sa porte, se font passer pour des livreurs et l'agressent extrêmement violemment chez lui. Tout ceci, évidemment, montre jusqu'où peuvent aller ces militants d'ultra-gauche au nom de la lutte contre le fascisme. Alors on pourrait penser que les violences commises par l'extrême gauche ne ciblent que des jeunes personnes, comme c'est le cas par exemple des militants de l'Action française à Saint-Étienne. Eh bien non, on a plusieurs exemples de violences qui ont été commises sur des personnes âgées, ce qui évidemment donne une circonstance aggravante à ces violences. On a le cas le plus récent, c'est l'agression de Jean-Pierre G. Il a 77 ans, c'est un militant du Rassemblement national, et lui, il est agressé lors d'un tractage à Paris en décembre 2025. Il est d'abord traité de nazi, un des militants qui l'accompagne, qui lui est issu de l'outre-mer, est traité de traître à sa race. De merde là, barrez-vous, barrez-vous. Et Jean-Pierre, ce militant de 70 ans, est finalement frappé. Alors sur le moment, ses blessures, il pense qu'elles ne sont pas graves, mais elles vont entraîner des complications pour sa santé et il a dû être hospitalisé. D'ailleurs, nous avons pu le rencontrer sur son lit d'hôpital où il nous a fait part de son incompréhension et d'une certaine manière aussi de sa colère face à cette violence politique. Il y a aussi le cas d'Hervé Breuil. Hervé Breuil, c'est un militant du Rassemblement national de 70 ans qui est candidat aux législatives en 2024 pour le Rassemblement national à Saint-Étienne et en juin, alors qu'il est en train de tracter sur un marché, lui et ses militants sont très violemment agressés par des militants d'ultra-gauche manifestement plus jeunes. Cassez-vous! 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 Attention! Attendez, attends, Michel, viens. Henri, tu viens. Henri, viens. On n'est pas là pour ça casser la gueule. Henri, viens. Est-ce qu'on va rester ici? On est lié en liberté? Non, on est en liberté. Henri, viens. Il y a des menaces, des insultes, des projectiles qui leur sont lancés et même des coups qui sont portés. Sur le moment, Hervé Breuil a l'impression qu'il n'y a pas eu de choses trop graves. Et puis en fait, quand il est examiné un peu plus tard par un médecin, il se rend compte qu'il a un problème cardiaque. Ça a entraîné des conséquences sur sa santé. Donc il est finalement hospitalisé pendant plusieurs jours. Et il ne pourra pas finir sa campagne des législatives. À ce moment-là, il devra interrompre sa campagne. Ça a été l'enfer, fasciste, machin, tout ça, à tel point que le responsable du marché a appelé la police, qui est venu pour un petit peu calmer le jeu et qui m'ont, tiens-toi bien, demandé de partir. Ce qui est intéressant aussi de voir avec cette recension que nous avons faite, c'est qu'on se rend compte que cette animosité envers l'extrême droite, c'est aussi une sorte d'obsession, voire une paranoïa qui consiste à voir partout des signes d'appartenance à l'extrême droite. Il y a une affaire en cela qui est particulièrement marquante. Ça se passe en juin 2025 à la gare de Laval. Il y a un jeune homme de 18 ans qui est étudiant, qui se voit traité de facho par un militant d'ultra-gauche. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il porte un t-shirt avec le dessin d'un porte-avions. Il faut savoir que cet étudiant en fait est étudiant en ingénierie navale, donc c'est pas très surprenant qu'il ait un bateau sur son t-shirt. Par ailleurs, il porte une médaille de baptême, donc il va se faire traiter de Selcato, et il a des chaussures Adidas, le modèle Gazelle, qui apparemment serait un modèle récurrent dans l'ultra-droite, et donc il est pris pour un militant d'ultra-droite. Il est d'abord menacé et insulté. Il a le réflexe d'appeler la police lui conseille de suivre l'individu pour les aider à l'interpeller par la suite. Et en fait, en suivant cet individu, eh bien, il se retrouve dans une forme de guet-apens puisque son agresseur a appelé un de ses amis et il se retrouve à deux contre lui pour le frapper. Heureusement, la police arrive très rapidement et interpelle ces deux jeunes hommes qui s'avèrent en réalité être deux personnes proches des milieux ultra-gauche et des milieux ultra-sportifs. Mais qui seront donc interpellés et jugés par la suite. Et le pire, c'est que la victime, qui n'a a priori rien à voir avec l'ultra-droite, eh bien, se voit tout de même affichée sur les réseaux sociaux à la suite de cette agression et explique avoir par la suite plusieurs fois été menacée
ou intimidé par des personnes qui le prenaient effectivement pour un militant d'ultra-droite, simplement parce que ce jour-là, il portait un t-shirt avec un porte-avions, une certaine marque de chaussures et une médaille de baptême. Cette animosité, donc, elle peut toucher des vieux, des jeunes, des personnes qui n'ont rien à voir avec le militantisme de droite. Mais cette violence, elle touche aussi des journalistes qui ont pourtant la carte de presse, qui sont des professionnels de l'information. En mai 2025, par exemple, plusieurs journalistes de VA+, sont agressés à Paris alors qu'ils sont en train de couvrir une action de Némésis. La scène est extrêmement violente, elle a d'ailleurs été filmée par les caméras de VA+. C'est bon, on y va. Nos journalistes reçoivent plusieurs coups. Un homme est finalement identifié, notamment grâce aux images de l'agression. Il s'agit d'un certain Nathan Collin, qui a à peu près une trentaine d'années, qui est toujours étudiant, et qui est un militant d'extrême gauche appartenant à un collectif de défense de clandestins. Et cette même personne avait d'ailleurs agressé plusieurs autres journalistes quelques mois précédents devant la Gaîté Lyrique à Paris, où là aussi il y a eu des agressions envers des journalistes. Ça m'est arrivé à moi-même avec ce fameux Nathan Collin, mais c'est aussi arrivé à des journalistes de CNews qui à 2 reprises ont été agressés alors qu'ils étaient tout simplement venus tourner des images devant le théâtre de la Gaîté Lyrique qui, rappelons-le, était donc occupé par des clandestins, eux-mêmes soutenus par des associations d'extrême gauche. Alors l'autre point, ce sont évidemment les méthodes utilisées par l'extrême gauche. On l'a vu, il y a les insultes, les intimidations, les menaces, les coups, les pressions. Et on voit aussi qu'il y a une détermination pour empêcher physiquement les militants de droite de pouvoir mener des actions parfois pourtant tout à fait légales. C'est arrivé par exemple à Meaux, on est en avril 2025, et il y a plusieurs jeunes membres du Rassemblement national qui sont en train de coller des affiches dans la ville. Rien de plus banal jusque-là, sauf qu'il y a 2 frères qui sont résolument opposés aux idées du Rassemblement national, qui leur demandent de ne pas coller à cet endroit, parce que c'est à côté de chez eux, et qui leur demandent de partir. Les militants du Rassemblement national refusent et disent « écoutez, on a le droit, on est en train de coller », et ils sont donc insultés, ils sont frappés. L'un des agresseurs est un champion de boxe, qui avait d'ailleurs été décoré par le maire de la ville, Jean-François Copé, donc on peut imaginer que c'est quelqu'un qui sait vraiment cogné. Tu colles pas ça ici, ok? Tu colles pas ça ici. Évidemment, le rapport de force est tout à fait en défaveur des militants du RN, qui finalement vont porter plainte, qui va permettre évidemment l'interpellation et la condamnation de leurs agresseurs, dont la volonté était vraiment d'empêcher physiquement des militants du Rassemblement national de pouvoir militer sereinement. Alors dans le cas de cette agression à Meaux, on voit que c'est une agression spontanée, mais on a aussi le cas de violences extrêmement bien organisées, bien préparées, qui montrent un réel savoir-faire de l'ultra-gauche dans ces violences politiques. C'est le cas par exemple en février 2025 à Rennes. Vous avez peut-être vu ces images de drones qui sont tout à fait impressionnantes. Alors que se passe-t-il ce jour-là ? Eh bien 2 étudiants, militants RN pour l'un et militants de l'UNI pour l'autre, arrivent devant leur faculté, puisqu'ils sont étudiants, lorsqu'ils aperçoivent un blocage mené par l'extrême gauche de la faculté. Ils hésitent à faire demi-tour et puis ils se disent qu'en faisant demi-tour, ils vont attirer l'attention, qu'ils vont probablement se faire agresser. Donc ils se disent que la meilleure idée, finalement, c'est de rentrer dans la faculté où ils seront en sécurité. Malheureusement pour eux, lorsqu'ils arrivent devant la faculté, celle-ci est verrouillée de l'intérieur et leur service de sécurité qui bloque les portes justement pour que les violences et les manifestations ne rentrent pas dans la faculté. Ces 2 étudiants sont donc bloqués devant les portes et ils entendent à ce moment-là dans un mégaphone il y a 2 individus d'extrême droite là-bas, vous savez quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de commando qui va se faire. Les militants d'ultra-gauche sont habillés en noir, ils sortent des parapluies et ils vont fondre sur leurs cibles, ils vont les passer à tabac, les dépouiller, avant de revenir dans la manifestation pour se cacher et se changer
pour ne pas pouvoir être identifiés par la suite. Heureusement, il y a de ces images qui ont été filmées par drone. Elles permettront d'identifier 7 militants du collectif d'extrême gauche Union Pirate. C'est un espèce de groupe Antifa que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait d'ailleurs tenté de dissoudre en 2024 sans succès. Une des victimes se voit tout de même attribuer 6 jours d'ITT, c'est-à-dire la violence des coups. Et un mois plus tard, le 25 avril, ils seront jugés, mais tous relaxés parce que le tribunal estimera que les images prises par le drone n'étaient pas faites dans un cadre légal. La préfecture n'avait pas déposé les bons textes et donc qu'elles n'avaient pas de valeur probante. Et donc il n'y a pas de charge suffisante contre les agresseurs. L'autre élément qui est intéressant dans toutes ces agressions, un élément qui revient souvent, c'est l'implication de proches de Raphaël Arnaud, qui est donc le fondateur de la Jeune Garde, puis qui devient député de la France Insoumise. On a par exemple Robin Chalandard, que l'on voit sur ces images qui ont été tournées en mai 2024 à Lyon. Des militants Reconquête sont insultés, menacés alors qu'ils sont en train de tracter. Nous avons d'ailleurs pu contacter un témoin de la scène, un militant Reconquête qui était là sur place et qui nous raconte que c'était quasi systématique dès qu'ils tractaient à un endroit. Ils étaient repérés par des militants d'ultra-gauche qui appelaient des renforts et harcelés jusqu'à ce qu'ils soient contraints de quitter les lieux et qu'ils ne puissent plus tracté. Il y a aussi Jacqueline Favreau qui est citée dans une de ces agressions qui se passe quant à elle à la gare de Lyon Perrache en juin 2024. Là, c'est un membre de l'Action française qui était venu chercher sa fiancée et qui croise la route de Raphaël Arnaud et d'une espèce de cohorte venue l'escorter, dont Jacqueline Favreau, et il expliquera à la police avoir été frappé notamment à coups de matraque télescopique par Jacqueline Favreau. Il déposera plainte. Raphaël Arnaud, d'ailleurs, apparaît lui-même sur une de ses vidéos. Ça se passe à Lyon en décembre 2023. Ce sont des militantes d'un certain âge du Rassemblement national qui sont venues tracter dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Elles sont alors prises à partie par des militants de la Jeune Garde, dont Raphaël Arnaud. Elles sont insultées, menacées, et donc elles vont se réfugier dans une brasserie où, heureusement, alors on voit Raphaël Arnaud qui continue à les invectiver au milieu de la foule, mais heureusement, ces militantes seront défendues par le gérant de la brasserie qui mettra Raphaël Arnaud dehors. Discours de merde, là, il y a des terroristes aujourd'hui qui savent. Eh oui. Nous, on vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Du réac de merde. C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté à Croix-Rouge. On fait ce qu'on veut. Raphaël Arnaud se félicitera d'ailleurs de son action un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Il dira « Hors de question de laisser ces énergumènes semer tranquillement leurs idées haineuses, puis ensuite venir attaquer les gens dans le quartier. » Et Valeurs Actuelles a recueilli d'ailleurs le témoignage d'une des militantes qui était présente lors de l'altercation. Écoutez-la. Là, on est entré dans ce café, dans cette brasserie. Le patron a tout de suite compris ce qui se passait, les a reconnus et très vaillamment s'est interposé. Eux se sont donc arrêtés à la porte et ont commencé, selon leur cri classique, à nous invectiver dans le genre les slogans habituels, pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier, vous n'avez pour les fachos, vous n'avez rien à faire là, le bras menaçant, etc. Ce qui est aussi très frappant dans ces violences menées au nom de l'antifascisme, c'est que leurs auteurs sont tellement sûrs de leur bon droit, ils pensent tellement agir par devoir, qu'il y a une forme de décomplexion dans la violence et dans les propos utilisés. C'est le cas par exemple en novembre 2023 à Nantes, on est dans une faculté, et il y a l'un des porte-paroles de l'Union Pirate, c'est un groupuscule d'extrême gauche, qui prend à partie l'un des militants de l'Uni sur un campus et qui va lui répéter à plusieurs reprises, alors qu'il est filmé, qu'il emmerde la race blanche. Elle dit ça évidemment en France sans que cela n'entraîne tellement de polémiques d'ailleurs par la suite. Là, on est sur du racisme. Ah bon? C'est du racisme. Là, on est sur du racisme. C'est du racisme. T'emmerdes la race blanche. C'est bien ça, t'as bien compris. J'ai bien compris. T'as bien compris. Oui, Range ton téléphone parce que c'est sûr ça que... le filmer, ça le filmer. Non, je suis d'accord, tu me filmes pas. Peut-être. Tu ranges ton fucking téléphone de merde. Redis-moi que t'emmerdes la race blanche. J'emmerde la race blanche. Il y a une chose aussi qui revient dans toutes ces affaires, c'est l'extrême virulence dont est victime Éric Zemmour et son parti, mais Éric Zemmour
en particulier depuis évidemment qu'il a quitté le monde journalistique pour se lancer en politique. On a par exemple un bon exemple avec ce qui s'est passé en novembre 2021 à Marseille. Éric Zemmour s'y rend pour une séance de dédicace, c'est le début de sa lancement en politique, mais ce déplacement va s'avérer extrêmement compliqué pour lui. Avant même son arrivée, en réalité, il était obligé de descendre à la gare d'Aix-en-Provence afin d'éviter de se retrouver confronté à des militants qui l'attendaient à la gare de Marseille-Saint-Charles. Et ça va être comme ça pendant tout son déplacement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que les militants d'extrême gauche avaient été informés en amont de l'emploi précis d'Éric Zemmour à Marseille par un journaliste local de la Provence. Résultat, la déambulation d'Éric Zemmour est impossible dans la ville. Il a des insultes, il y a des tirs de mortier, des G2, des bousculades. Le restaurant, par exemple, où il déjeune est saccagé par la suite. Et le pire, c'est que les médias de gauche, très hostiles globalement à Éric Zemmour, se font un malin plaisir à relayer tous les incidents autour de ces déplacements. Vous avez par exemple France Inter qui indique dans un article en ligne à l'époque « Éric Zemmour est resté moins de 24 heures à Marseille et il n'aura adressé la parole à aucun habitant ». Et la même chose va se passer à Brest en juin 2023 pour Éric Zemmour. Des militants d'ultra-gauche attaquent le hall d'hôtel où Éric Zemmour est en train de faire une séance de dédicace. Plus de 80 militants d'ultra-gauche équipés en black blocs, habillés en noir, extrêmement bien équipés, vont s'attaquer à la devanture de l'hôtel. Ils parviennent même à forcer la porte de l'établissement et à jeter des fumigènes à l'intérieur. Et le plus fou, c'est que tout se passe à proximité du commissariat local, mais que les CRS vont mettre beaucoup de temps avant d'agir et avant d'avoir l'ordre surtout d'intervenir pour empêcher les violences d'avoir lieu. Évidemment, il y a tout de même plusieurs interpellations et condamnations. Et lorsque l'on a contacté, dans le cadre de cette enquête, Éric Zemmour pour savoir s'il avait porté plainte dans la plupart de ces cas, il nous a expliqué qu'il ne voulait pas porter plainte, qu'il le faisait le minimum parce que sinon il passerait son temps à porter plainte, puisque systématiquement lorsqu'il se déplace, il doit y avoir des CRS pour le protéger. Alors quand on parle de ces violences commises au nom de l'antifascisme, il faut évidemment parler de la boucle Antifa Squad. Alors Antifa Squad, c'est une boucle Telegram sur laquelle de nombreuses vidéos sont postées par des militants de l'ultra-gauche pour revendiquer leurs actions. Alors il y a cette boucle Antifa Squad, mais il y a aussi une myriade de comptes sur Instagram qui relaient ce genre de vidéos. Et l'idée pour les militants d'ultra-gauche, c'est de à la fois revendiquer leurs actions, montrer qu'ils sont présents dans la rue pour combattre l'extrême droite, mais surtout montrer leur supériorité face aux militants de l'ultra-droite et les humilier. Vraiment, les vidéos sont assez marquantes. Il y a une volonté d'humilier l'adversaire, de le terrasser quelque part. On a par exemple le cas de cette vidéo qui montre des faits du 15 décembre 2023 à Lyon, avec ce message de revendication. Des jeunes antifas profitant du marché de Noël croisent par hasard un faf de Lyon populaire surloqué qui se prend pour un gorille. À peine arrivé sur lui, il s'effondre entre deux voitures et mange des parpaings qui dégonflent son ego. Dure semaine pour les faf lyonnais. Alors nous avons pu contacter en l'occurrence la victime de cette attaque qui raconte qu'elle attendait en fait quelqu'un sur le trottoir pour se rendre à une conférence, qu'elle avait ses écouteurs, qu'elle n'a pas entendu les militants antifa venir, qu'il a juste entendu l'insulte sale facho, puis il a pris des coups et notamment un objet très dur sur la tête et qu'il a immédiatement perdu connaissance. Alors dans ces agresseurs, la victime nous a dit avoir reconnu Jacques-Élie Favreau, qui était l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, qui est impliqué dans la mort de Quentin Derenque, mais aussi Lélio L, un autre militant d'ultra-gauche local très connu, qui aurait lui aussi été reconnu comme appartenant au groupe qui a attaqué Quentin Derenque. Cette agression filmée que l'on vient de voir, en fait, elle avait été précédée d'une autre agression qui avait lieu 3 jours plus tôt, toujours à Lyon. Elle aussi avait été diffusée sur la boucle Antifa Squad. Cette fois, c'est un militant identitaire des remparts qui est agressé. Et le message est le suivant. Petite session stickage en territoire FAF. À peine débuté que des antifas croisent la route d'un cadre des remparts de Lyon. À peine les hostilités démarrent que le lapin se met à détaler. Une balayette le stoppera net. Il mangera copieusement. Les cris des bourgeois du quartier ne changeront rien à son sort. Un deuxième round et il arrête de couiner. Et nous avons là encore contacté la victime et qui nous confirme que cette agression a bien eu lieu, donc qui montre la véracité de ces images. Autre point à savoir, toutes ces agressions qui sont commises au nom de la lutte contre le fascisme ne sont pas toujours le fait
de militants d'ultra-gauche extrêmement engagés, c'est parfois aussi le fait de marginaux, ça s'est passé à plusieurs reprises, notamment en mai 2022 à Nogent-sur-Marne. Il y a François, un militant reconquête de 51 ans, qui est en train de tracter dans la gare, de manière tout à fait pacifique, lorsqu'il est agressé par un homme extrêmement virulent, on voit d'ailleurs les images. L'agresseur est finalement interpellé et il s'agit en réalité d'un Algérien sous OQTF. Et le plus étonnant, c'est que cet homme, qui est évidemment un marginal, est aussi un proche d'un anthropologue au CNRS qui avait demandé l'annulation de l'expulsion de ce clandestin afin de pouvoir réaliser des travaux sociologiques avec lui. Et d'ailleurs, 3 ans après l'agression, cet anthropologue du CNRS et le mis en cause publieront un livre intitulé « Moa, le retour du refoulé, récit du racisme d'État ». L'ouvrage est présenté en ces termes, alors accrochez-vous bien. Ce livre à 2 voix dévoile comment l'État français construit depuis la colonisation la figure du délinquant étranger. Moa, Algérien de France, raconte sa vie et détaille les violences et discriminations qu'il a subies, tandis que Laurent, anthropologue, replace ce récit dans l'histoire des politiques publiques, migratoires et sécuritaires. Ensemble, ils dénoncent une mécanique d'exclusion intensifiée par des lois toujours plus répressives, etc., etc. Et nous avons contacté la victime de ces faits qui dit n'avoir jamais eu de nouvelles de la justice concernant son agression, malgré donc l'interpellation de son agresseur. Avant de conclure cette vidéo, il y a un autre point qu'il faut aborder, qui est extrêmement établi par l'ensemble des violences que nous avons recensées, c'est l'étendue de ce qui est considéré comme l'extrême droite. Alors il n'y a pas donc seulement les groupes identitaires ou royalistes qui sont visés, ni même les partis de droite nationale comme Reconquête ou le Rassemblement national. On a par exemple le cas du parti fondé par Georges Kuzmanović. Alors Georges Kuzmanović, c'est un ancien militant de la France insoumise, donc quelqu'un qui est assez à gauche, qui quitte la France insoumise pour fonder un parti qui s'appelle la République souveraine, et il va participer à plusieurs manifestations, notamment lors du mouvement qui s'oppose à la réforme des retraites. Et ce qui va se passer, c'est que donc il va faire un peu sa publicité, il va installer un stand, distribuer des tracts, mais il va se faire agresser, traiter de facho. Son stand d'ailleurs va être détruit, lui-même va être frappé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'emblème de son parti, c'est une rosette multicolore, une cocarde, et que certains manifestants vont estimer que la cocarde est un symbole vichiste, et donc il faut le combattre et le frapper, et c'est ce qui va se passer, comme d'ailleurs le montrent ces images. Vous avez aussi le cas en septembre 2023, comme on peut le voir sur ce communiqué. Là, ce sont les jeunes avec Macron qui dénoncent une agression alors qu'ils sont en train de réaliser une opération de tractage. Une dizaine de militants de la Jeune Garde les auraient d'abord menacés, puis violemment intimidés en tentant de leur arracher leur tract, et puis en les bousculant. Et là encore, on peut se demander ce que les jeunes avec Macron ont à voir avec, évidemment pas le fascisme, mais même la droite tout simplement. Le dernier point à aborder concernant ces violences dites antifascistes, c'est le soutien jusqu'au boutiste dont bénéficient les auteurs de ces violences, et même le renversement accusatoire, puisque même quand les auteurs de ces violences politiques sont identifiés et interpellés, ils reçoivent en général un soutien sans faille de la part de l'extrême gauche. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire à Rennes. Eh bien, par exemple, la députée de la France Insoumise, d'Ille-et-Vilaine, Marie Messmer, elle s'était rendue au commissariat à Rennes pour soutenir les personnes qui avaient été interpellées et placées en garde à vue. Et puis, le jour du procès, eh bien, un comité de soutien avait été organisé pour soutenir les agresseurs présumés, et jusque pendant le procès et après, et les victimes, elles, continueront à être insultées et intimidées par des militants d'ultra-gauche. C'est aussi ce qui s'est passé avec l'agression en juillet 2023 de la candidate RN Marie Dauchy. Elle est agressée par un commerçant local qui tient une épicerie. Elle est en train de tracter tout simplement.
cet homme la menace, la traite de petite salope. Mais vous nous parlez pas Dégage de là. Mais vous nous parlez pas comme ça, vous arrêtez. Dégage de là. Vous agressez depuis tout à l'heure, ça va pas la Tu vas tête. niquer ta mère, ok? C'est vous qui salope. L'auteur est finalement interpellé et placé en garde à vue, et quelques mois plus tard, le jour du procès, alors que cet homme était en plus déjà très défavorablement connu de la police, eh bien, il y a un collectif de soutien qui s'organise devant le palais de justice, puis dans la salle d'audience, ce qui d'ailleurs fait que l'audience est extrêmement dure pour la victime, puisqu'elle entend des soupirs, des ricanements. Même après l'audience, la victime, Marie Dochy, est même exfiltrée à l'arrière du tribunal, parce qu'elle dit que l'agresseur l'attendait avec des amis devant, et que les policiers et gendarmes voulaient évidemment éviter une bagarre générale. Et même après le procès, 5 mois plus tard, il y a un concert qui est organisé par un collectif d'extrême gauche en soutien à l'épicier Momo, pour l'aider à financer ses frais de justice et à régler ses amendes, ce qui est évidemment une façon de cautionner ses agissements alors qu'on parle de violence sur une candidate, ce qui est évidemment antidémocratique et qui est une réelle violence politique.